Salut, je m'appelle Antoine. J'ai vu de mes propres yeux notre sergent, un vétéran endurci, rire au nez d'un gamin de 11 ans alors que le moteur de notre unique 4x4 venait de nous lâcher en pleine embuscade. Le sergent ne savait pas encore que la vie de toute notre escouade dépendait de ce garçon silencieux et de ses mains sales. C'était un rire de désespoir, un rire qui disait « On est foutu, et maintenant j'ai un gosse qui veut jouer au mécano ». Une humiliation terrible, juste là, sous le feu ennemi, alors que le silence de notre moteur était plus assourdissant que les tirs de sniper. Vous a-t-on déjà regardé comme si vous n'étiez qu'un détail insignifiant, alors que vous saviez, au fond de vous, que vous aviez la réponse? Avant que je vous raconte comment ce gamin, Jules, a utilisé un simple canif pour faire redémarrer ce moteur que tous les experts avaient condamné, commentez ici de quelle ville vous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi sur parole, vous ne voudrez absolument pas manquer la tête qu'a faite le sergent Dubois quand le Peugeot P4 est reparti dans un vrombissement de tonnerre. C'est une histoire qui mérite d'être entendue, une leçon sur la valeur qu'on ne voit pas, sur le courage silencieux. Votre soutien nous aide à partager ces moments qui, autrement, resteraient enfouis dans la poussière et l'oubli. Alors, rejoignez-nous pour la suite, car ce qui s'est passé ce jour-là a changé notre perception du courage pour toujours. Le décor était un cauchemar tactique, un col de montagne étroit, poussiéreux, quelque part au Sahel, où notre patrouille de reconnaissance était clouée au sol. Des snipers ennemis tenaient les hauteurs, transformant chaque mètre carré de terrain découvert en zone de mort. L'air sentait la poudre, le métal chaud et la peur. Notre seul espoir de sortir de ce piège, notre 4x4 Peugeot P4, était mort. Pas un son quand on tournait la clé. Rien. Juste un silence de plomb qui confirmait notre sentence. Le moral était au plus bas, rongé par la frustration et le sentiment d'être pris au piège. Ce n'était pas juste une panne mécanique, c'était l'échec de notre technologie, de notre formation, de notre chance. Nous étions seuls, à pied, et à la merci de l'ennemi. Au milieu de ce chaos se trouvait Jules, un orphelin de guerre de 11 ans que nous avions recueilli quelques semaines plus tôt. Pour certains d'entre nous, il était un rappel constant de l'innocence perdue dans ce conflit. Pour d'autres, comme le caporal, Moreau, il n'était qu'un fardeau. Une bouche à nourrir en plus, une distraction dangereuse. Je l'entendais marmonner que le gamin nous portait la poisse. Dans cette situation de vie ou de mort, la présence d'un enfant semblait absurde, presque cruelle. Il était assis à l'écart, silencieux comme toujours, ses grands yeux observant la scène sans panique, ce qui était peut-être le plus déconcertant. Pour le commandement, il n'était qu'une note dans un rapport, un dommage collatéral à gérer. Pour nous, il était le témoin de notre impuissance. Le sergent Dubois, un homme qui avait tout vu, a passé près d'1 heure les mains dans le moteur, le visage couvert de suie et de sueur. Il a tout vérifié, avec l'aide de celui qui passait pour notre meilleur mécano. La batterie, les conduites de carburant, la tête de Delco, chaque fil, chaque connexion visible. Rien. Le moteur restait inerte. Chaque tentative ratée était ponctuée par le claquement sec d'un tir de sniper qui nous rappelait que le temps jouait contre nous. La frustration montait, se transformant en une rage froide et impuissante. Finalement, Dubois s'est relevé, a essuyé ses mains sur son treillis et a lâché la sentence que nous redoutions tous. Il est bon pour la ferraille. On l'abandonne. Préparez-vous à bouger à pied. L'abandonner, c'était abandonner notre seule chance de survie. Pendant que les hommes suaient, sacraient et désespéraient autour du capot ouvert, Jules, lui, n'avait pas bougé. Il observait. Mais il ne regardait pas les soldats. Ses yeux étaient fixés sur le moteur, mais différemment. Il ne semblait pas voir un amas complexe de pièces militaires, mais quelque chose d'autre, une logique qui nous échappait. Il penchait la tête, plissait les yeux, comme s'il écoutait une conversation inaudible. Il se souvenait de son père, le seul mécanicien de son village, qui lui avait appris à sentir les moteurs plutôt qu'à lire des manuels. Il sentait l'odeur presque imperceptible de l'isolant brûlé, une odeur que notre panique et l'odeur de la poudre masquaient complètement. Pour nous, c'était du bruit et de la fureur. Pour lui, c'était un puzzle qui attendait sa solution. C'est alors que le sergent Dubois a pris la décision fatidique. Il a frappé le capot du 4x4 de la paume de sa main, un geste de résignation totale. C'est fini, on laisse la bagnole ici. Prenez le strict nécessaire, on part à pied d'ici 5 minutes. Un silence glacial est tombé sur nous, seulement brisé par le bruit des hommes qui commençaient à vérifier leurs sacs, leurs munitions, leurs gourdes. C'était un bruit de défaite.
le son de l'espoir qui s'évanouit. Chaque clic de chargeur, chaque sangle resserré était un pas de plus vers une marche quasi suicidaire à travers le territoire ennemi. L'air est devenu encore plus lourd, chargé non plus seulement de peur, mais d'un fatalisme sombre. Nous allions mourir ici, un par un, sous le soleil impitoyable et les tirs des snipers. C'était écrit. Et c'est à ce moment précis que Jules s'est levé. Silencieusement, il a traversé le petit cercle de désespoir que nous formions et s'est approché du sergent Dubois. Il était si petit à côté de cet homme massif, buriné par des années de service. Le gamin n'a pas dit un mot. Il a simplement tendu sa petite main sale et a tiré doucement sur la manche du treillis du sergent. Un geste si simple, si enfantin, mais qui, dans ce contexte, était d'une audace folle. Tous les regards se sont tournés vers eux. Le caporal Moreau a laissé échapper un grognement d'exaspération. Le temps était compté, chaque seconde était précieuse, et ce gamin choisissait ce moment pour réclamer de l'attention. On pouvait presque sentir l'agacement collectif monter. Dubois, le visage fermé, concentré sur la carte mentale de notre fuite impossible, a baissé les yeux vers Jules avec une impatience à peine voilée. Il a vu la main du garçon sur sa manche et l'a secoué d'un geste sec. « Pas maintenant, gamin. Va t'asseoir avec les autres. On... bouge. » Sa voix était dure, sans aucune place pour la pitié ou la curiosité. C'était la voix d'un chef en situation de crise qui n'a pas de temps à perdre avec ce qu'il considère comme une distraction futile. Pour lui, Jules n'était qu'un enfant. Incapable de comprendre la gravité de notre situation, l'humiliation dans les yeux de Jules à ce moment-là était palpable. Il n'a pas pleuré, il n'a pas insisté, il a juste baissé la tête, le poids du mépris de l'adulte l'écrasant complètement. Le Fox. Caporal Moreau, voyant la scène, n'a pas pu s'empêcher de lancer une remarque venimeuse, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Laissez-le, mon sergent. Il veut peut-être nous montrer comment on répare un moteur avec de la boue et des cailloux. » Quelques soldats, épuisés et à bout de nerfs, ont esquissé un sourire amer. Ce n'était même pas un rire franc, juste un rictus de cynisme. Mais pour Jules, cela a dû résonner comme une explosion. Il était seul, entouré d'hommes armés qui le voyaient au mieux comme un fardeau, au pire comme un objet de moquerie. J'ai senti une vague de colère monter en moi. C'était injuste, c'était cruel. Ce gamin avait déjà tout perdu, et maintenant on lui volait sa dignité. Pourtant, malgré l'humiliation publique, Jules n'a pas reculé. Il a relevé la tête, et cette fois, il y avait une lueur différente dans ses yeux. Ce n'était plus de la timidité, mais une détermination farouche. Il a ignoré Moreau et les autres, son regard fixé uniquement sur le sergent Dubois. Il a de nouveau levé sa main, non pas pour tirer sur sa manche, mais pour pointer un doigt tremblant vers le compartiment moteur. Il visait un endroit précis, un faisceau de câbles insignifiants niché près du bloc cylindre, une zone que personne n'avait jugée digne d'intérêt. Son geste était clair, précis, insistant. Il ne jouait pas. Il essayait désespérément de communiquer quelque chose que nous étions tous trop arrogants ou trop paniqués pour voir. Au même instant, un claquement sec a retenti, beaucoup plus proche cette fois. Une balle de sniper a frappé un rocher à moins de 10 mètres de nous, projetant des éclats de pierre. La réalité de notre piège nous a frappés de plein fouet. La fuite à pied n'était pas une option, c'était un suicide. Le sergent Dubois s'est figé. Il a regardé la fumée s'élever du rocher, puis son regard est revenu sur Jules. Il a vu le doigt pointé, l'expression obstinée sur le visage de l'enfant. Dans ce moment de désespoir absolu où toutes les options logiques étaient épuisées, une fissure est apparue dans son armure de certitude militaire. Qu'avions-nous à perdre? 5 minutes de plus? Notre situation pouvait-elle être pire? C'était le désespoir qui parlait, pas la confiance. Le sergent a poussé un long soupir, un son qui mêlait une fatigue infinie et une résignation totale. Il a regardé Jules une dernière fois, comme pour y chercher une réponse qu'il ne trouverait jamais. Puis, il a hoché la tête. Un mouvement à peine perceptible. « Vas-y !» a-t-il lâché d'une voix rauque. « Montre-moi !» Ces deux mots ont suspendu le temps. Moreau a ouvert la bouche pour protester, mais le regard noir que lui a lancé Dubois l'a fait taire immédiatement. Un silence étrange s'est installé, alors que Jules, sans un mot, se glissait près du moteur encore chaud. Tous les yeux étaient rivés sur lui, un mélange de scepticisme, de pitié et d'une infime, irrationnelle lueur de curiosité. Personne n'y croyait, mais tout le monde regardait.
Avec une concentration qui semblait totalement déplacée au milieu de notre panique, Jules a contourné le sergent et s'est penché sur le moteur. Ses mouvements étaient fluides, sans la moindre hésitation, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il n'a pas regardé les grosses pièces que Dubois et notre mécano avaient inspectées pendant 1 heure. Non, ses yeux parcouraient les détails, les recoins sombres et gras que nous avions ignorés. Ses petites mains, étonnamment agiles, ont commencé à suivre délicatement le parcours d'un faisceau de câbles, un enchevêtrement de fils noirs qui serpentait le long du bloc moteur. Il ne touchait pas au hasard. Il lisait le moteur avec ses doigts, cherchant une anomalie, une imperfection que seuls ses sens, affûtés par des années passées dans le garage de son père, pouvaient déceler. Moreau n'a pas pu se retenir. Il a laissé échapper un ricanement méprisant, assez fort pour que tout le monde l'entende. On est en train de regarder un gosse jouer avec des fils pendant qu'on se fait tirer dessus comme des lapins. C'est magnifique. Sa remarque était comme du poison versé dans l'air déjà irrespirable. J'ai vu les épaules de Jules se raidir un instant, mais il n'a pas relevé la tête. Il était dans sa bulle. Un monde fait de métal, d'huile et de logique mécanique. Pour nous, le temps était une menace, chaque seconde nous rapprochant de la mort. Pour lui, le temps était un allié, un espace nécessaire pour résoudre une énigme. Le contraste était saisissant. Notre angoisse d'adulte face à sa concentration d'enfant. C'était presque insoutenable à regarder. Soudain, ses doigts se sont arrêtés. Ils se sont immobilisés sur un point précis, sous un collier de serrage métallique, dans un recoin presque inaccessible. Il est resté comme ça, figé, pendant plusieurs secondes qui nous ont paru une éternité. Il a penché la tête encore plus, son oreille presque collée au métal froid. On aurait dit qu'il écoutait un secret. Un silence pesant est tombé sur notre petit groupe. Même Moreau s'est tu. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir trouvé que des soldats expérimentés avaient manqué? Le sergent Dubois s'est avancé d'un pas, plissant les yeux, son scepticisme luttant visiblement contre une lueur d'espoir absurde. Le vent sifflait dans le col, et au loin, le bruit sec d'un tir nous a rappelé que notre sursis était précaire. C'est alors que Jules a sorti de sa poche un petit objet usé, un canif. Pas un couteau de combat, réglementaire, mais un simple petit couteau pliant avec un manche en bois poli par des années d'utilisation. C'était le couteau de son père, le seul souvenir qu'il avait gardé. Voir cet outil si dérisoire dans ce contexte de haute technologie militaire était surréaliste. Moreau a levé les yeux au ciel comme pour dire « Et voilà, le spectacle continue ». L'idée qu'un enfant puisse réparer un moteur de 4x4 militaire avec un canif était tellement ridicule que c'en était presque insultant pour notre propre compétence. Pourtant, Jules a ouvert la lame avec un geste assuré. Ce n'était pas un jouet pour lui, c'était l'extension de sa main, l'outil de son savoir. Sans un mot, il a commencé à travailler. Avec la pointe de sa lame, il a gratté la saleté accumulée autour du collier de serrage. Son geste était d'une précision chirurgicale. Puis, il a utilisé le fil du couteau pour couper délicatement la gaine en plastique noir qui protégeait le faisceau de câbles, juste à l'endroit où ses doigts s'étaient arrêtés. Il a exposé les fils colorés en dessous. Il n'y avait aucune précipitation, aucune panique dans ses gestes. Il était complètement absorbé, son visage à quelques centimètres seulement du moteur, le monde extérieur semblant ne plus exister. Il était de retour dans le garage de son village, sous le regard bienveillant de son père, loin de la guerre et des hommes qui doutèrent de lui. Il était en train de faire ce qu'il savait faire de mieux. Une nouvelle détonation a éclaté, bien, plus forte cette fois. La balle a percuté le flanc du 4x4, juste au-dessus de la roue avant, avec un bruit métallique assourdissant qui nous a tous fait sursauter. Des étincelles ont jailli et le véhicule a vibré sous l'impact. « Ça suffit !» a hurlé Moreau, se jetant presque à plat ventre. « Mon sergent, on va tous y passer. On doit dégager maintenant. » La panique était revenue, plus forte que jamais. La patience, déjà mince, s'était brisée. Plusieurs hommes ont commencé à regarder vers le sentier, prêts à désobéir et à tenter leur chance à pied. La situation était en train de nous échapper complètement. Le commandement du sergent Dubois était sur le point de se désintégrer face à l'instinct de survie de ses hommes. Mais Dubois n'a pas bougé. Son regard était rivé sur les mains de Jules. Le gamin n'avait même pas tressailli. Il continuait son travail méticuleux comme si de rien n'était. Cette concentration inébranlable a semblé convaincre le sergent. Il s'est tourné vers Moreau, son visage une grimace de fureur et de détermination. « Personne ne bouge !» a-t-il aboyé, sa voix de commandement couvrant le sifflement du vent. « Mettez-vous à couvert et couvrez-le.
Donnez-lui une minute de plus. L'ordre était insensé, contraire à toute logique militaire. Mais il était donné avec une telle autorité que personne n'a osé discuter. Dans un mouvement presque synchronisé, nous avons changé de position, non plus pour nous protéger nous-mêmes, mais pour former un bouclier humain précaire autour de ce gamin et de son canif. C'était une scène surréaliste, presque une peinture de guerre absurde. Nous, des soldats entraînés à l'offensive, formions un bouclier humain dérisoire autour d'un enfant au travail. Nos corps étaient tendus, nos fusils pointés vers les hauteurs, mais toute notre attention était focalisée vers le bas, sur ce petit dos courbé au-dessus du moteur. Chaque craquement de rocher sous une botte, chaque murmure du vent nous faisait sursauter. Le silence était devenu notre pire ennemi, un vide que seuls les tirs sporadiques et le grattement métallique et précis du canif de Jules venaient briser. Nous n'étions plus une unité de combat, mais les gardes du corps d'un espoir insensé, protégeant une opération mécanique que personne ne comprenait, mais dont nous sentions tous qu'elle était notre dernière chance. Les doigts fins et agiles de Jules se déplaçaient avec une assurance qui nous laissait sans voix. Le canif n'était pas un jouet dans ses mains. C'était le prolongement de sa volonté, un instrument de diagnostic et de chirurgie. Il a délicatement coupé la gaine protectrice noire qui regroupait une demi-douzaine de fils, révélant leur couleur vive sous la crasse. Il les a écartés un par un, avec la douceur d'un démineur. Son regard suivait chaque fil, de son point d'origine à sa connexion. Il ne cherchait pas une panne évidente, une rupture franche. Il cherchait une anomalie, une imperfection, une histoire que le métal et le plastique pouvaient lui raconter. Il était complètement absorbé, comme si le monde entier s'était réduit à ce centimètre carré de câblage, ignorant nos respirations suspendues et la menace qui planait sur nous. Et puis, il s'est arrêté. Ses doigts se sont immobilisés sur un seul fil, un fil rouge délavé, presque caché sous les autres. Pour nous, il semblait identique au reste, mais pour Jules, c'était la clé. Il s'est penché encore plus près, son nez presque contre les câbles. De là où j'étais, je pouvais voir ce qu'il avait repéré. Sur une minuscule section du fil, là où il frottait contre une arête métallique du châssis, l'isolant en plastique était complètement usé. Le cuivre était à nu, brillant faiblement sous la lumière du soleil. C'était une blessure minuscule, presque invisible, mais à chaque vibration du véhicule, ce point de contact créait un court-circuit, coupant toute l'alimentation. Le grand monstre de métal avait été abattu par une égratignure. Le silence est devenu électrique. Le sergent Dubois s'est approché, se penchant par-dessus l'épaule de Jules, ses yeux plissés essayant de comprendre ce que le gamin regardait. J'ai vu son expression changer. Le scepticisme a laissé place à une lueur de compréhension, puis à une stupeur totale. Comment avait-il pu manquer ça? Lui, notre mécano, tous les hommes qui avaient mis les mains dans ce moteur, comment avait-il pu passer à côté d'un défaut si simple et si fatal? Même Moreau, qui s'était rapproché malgré lui, restait bouche bée, son cynisme balayé par l'évidence. L'espoir, cette chose fragile et dangereuse que nous avions bannie, commençait à s'infiltrer de nouveau dans nos rangs, nous rendant presque plus nerveux qu'auparavant. Sans pièces de rechange, sans ruban isolant, sans les outils adéquats, que pouvait-il faire? La réponse est venue de son canif. Jules a positionné la lame avec une précision d'horloger et a coupé net la section abîmée du fil rouge. Un geste simple mais définitif. Il tenait maintenant dans sa main une extrémité de fil saine. Ensuite, avec une délicatesse incroyable, il a utilisé le bord de la lame, non pas pour couper mais pour gratter et dénuder environ 1 centimètre du nouvel isolant, exposant le cuivre frais et brillant en dessous. Chaque geste était calculé, économique. Il n'y avait aucune place pour l'erreur. 1 centimètre de trop et le fil serait trop court pour être reconnecté. Il travaillait dans un silence absolu, sous le regard de 10 hommes qui retenaient leur souffle. Le plus dur restait à faire. Il devait maintenant reconnecter ce fil préparé à sa borne d'origine. La vis de la cosse était minuscule, à moitié recouverte de graisse. Avec ses doigts, il a soigneusement enroulé le cuivre nu autour de la petite tige filetée. Puis il a fait quelque chose d'incroyable. Il a retourné son canif et a utilisé le plat de la lame, la partie la plus épaisse et la moins tranchante, comme un tournevis improvisé. Il a engagé la tête de la vis et a commencé à tourner, lentement, avec une force contrôlée. Son front était perlé de sueur, mais ses mains ne tremblaient pas. C'était le point culminant de son savoir-faire.
un mélange de connaissance, d'ingéniosité et de courage pur. Il a donné un dernier petit coup de serrage, attesté la solidité du fil d'une légère traction. Il s'est alors reculé lentement, essuyant ses mains pleines de graisse sur son pantalon. Il n'a pas souri, il n'a pas crié victoire. Il a simplement levé les yeux vers le sergent Dubois qui le fixait avec une intensité presque douloureuse. Puis il a fait un simple hochement de tête, un geste si petit, mais qui contenait tout. La fin de son travail, le transfert de la responsabilité. Le silence qui a suivi était plus lourd, plus tendu que tout ce que j'avais jamais connu. Tous les regards se sont tournés vers le sergent. Le sort de notre escouade ne reposait plus sur un moteur ou sur un enfant, mais sur le geste d'un homme qui allait tourner une clé, contre toute logique, en se fiant uniquement à l'intuition d'un orphelin de 11 ans. Dubois resta immobile une seconde, la main suspendue au-dessus du contact. Le poids de cette décision insensée semblait peser sur ses épaules. Faire confiance à un gamin alors que la mort nous guettait, c'était contraire à tout ce qu'il avait appris, à chaque fibre de son être de soldat. Son regard croisa le mien, et j'y vis un abîme de doute. Mais il n'y avait plus d'autre issue. Le silence dans le col était devenu qu'une torture, chaque seconde étirant nos nerfs jusqu'au point de rupture. Au loin, un nouveau tir claqua, comme pour nous rappeler que notre temps était écoulé. Le sergent ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration qui sentait la poussière et le désespoir, puis sa main se posa sur la clé de contact. Il la tourna avec la lenteur d'un homme qui accomplit un acte de foi. Un son, un seul son, a déchiré le silence. Pas le rugissement espéré, mais une toux sèche et asthmatique du moteur. Un clac-clac-tous pathétique qui a semblé durer une éternité. Le démarreur a gémi, puis plus rien. Un soupir collectif de déception a parcouru nos rangs. J'ai vu le visage de Moreau se tordre en un rictus qui disait « Je vous l'avais bien dit ». L'infime lueur d'espoir qui avait commencé à poindre venait de s'éteindre aussi vite qu'elle était apparue. C'était pire que le silence, ce bruit d'échec. C'était la confirmation que nous avions perdu notre temps, que nous avions misé notre dernière chance sur une fantaisie d'enfant. Le sergent Dubois a retiré sa main de la clé, son visage une pierre impénétrable. La défaite était de nouveau là, totale et écrasante. Mais alors que le désespoir nous submergeait à nouveau, Jules n'a pas bougé d'un cil. Ses yeux étaient toujours fixés sur le bloc moteur, comme s'il s'attendait à ce résultat. Il a fait un signe de tête presque imperceptible vers l'accélérateur. Dubois, dans un dernier réflexe, a compris. Il a remis le contact et, cette fois, a pompé furieusement la pédale. Le moteur a toussé une deuxième fois, plus fort, une autre fois. Et puis le miracle, une explosion de vie. Le Peugeot P4 a rugi, un vrombissement assourdissant, plein de fureur et de puissance, qui a fait vibrer le sol sous nos pieds. Le son a balayé le col, une onde de choc sonore qui a effacé la peur, le silence et le souvenir des tirs. Le monstre de métal était revenu à la vie. Personne n'a crié, personne n'a applaudi. Un silence stupéfait s'est abattu sur nous, un silence encore plus profond que celui de la panne. Nous étions tous figés, les yeux écarquillés, à écouter cette symphonie mécanique que nous n'espérions plus jamais entendre. Le grondement régulier et puissant du moteur était la plus belle musique du monde. C'était le son de la survie, la promesse d'une issue. C'était la preuve tangible que l'impossible venait de se produire sous nos yeux. Nous ne regardions plus les hauteurs avec angoisse. Nous étions hypnotisés par ce capot qui vibrait de vie, par cette machine ressuscitée qui nous offrait une seconde chance. Dans ce vacarme salvateur, le monde extérieur, avec ses snipers et sa menace, avait momentanément cessé d'exister pour nous tous. Mon regard s'est tourné vers le caporal Moreau. Son visage était une toile blanche. Le cynisme, l'arrogance, la moquerie, tout avait été balayé par le rugissement du moteur. Il se tenait là, la bouche entr'ouverte, le regard vide, passant du moteur vibrant à la silhouette frêle de Jules. L'humiliation avait changé de camp. Elle n'était plus sur les épaules de l'enfant, mais sur les siennes. On pouvait lire dans ses yeux la prise de conscience brutale de sa propre stupidité, de sa méchanceté gratuite. Il venait de se moquer de notre unique sauveur. Dans ce moment de vérité pure, face à l'évidence du miracle accompli, il semblait pitoyable, réduit à sa plus simple expression, celle d'un homme qui avait eu tort, profondément et totalement tort. Le sergent Dubois, lui, a retiré sa main de la clé comme si elle le brûlait. Il a fixé le tableau de bord pendant un long moment, regardant les aiguilles s'animer, les voyants s'allumer. C'était réel. Puis,
Très lentement, il a tourné la tête vers Jules. Son expression était indéchiffrable, un mélange de choc absolu, de soulagement infini et de quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage buriné, une admiration pure, sans le moindre filtre. Il ne voyait plus un gamin, un fardeau ou un orphelin. Il voyait celui qui avait réussi là où tous les experts, toute la formation militaire et toute la technologie avaient échoué. Il regardait l'impossible fait homme, ou plutôt fait enfant. C'était un regard qui valait toutes les médailles du monde. Le charme fut rompu par la voix du sergent, qui a éclaté plus forte encore que le moteur. « Moreau, à la radio, prévenez le QG qu'on dégage, tout le monde à bord, maintenant !» L'ordre a claqué comme un coup de fouet, nous arrachant à notre torpeur. En quelques secondes, le chaos organisé a repris le dessus. Les hommes se sont rués dans le véhicule, les portières ont claqué, le matériel a été jeté à l'intérieur dans une urgence frénétique. Mais au milieu de cette action, quelque chose avait changé de manière irréversible. Dubois a ouvert la portière passager et a regardé Jules. Il n'a rien dit. Il a juste attendu que le garçon monte, lui accordant une place d'honneur, avant de courir prendre le volant. La hiérarchie était intacte, mais l'ordre du respect venait d'être redéfini pour toujours. Le 4x4 a bondi en avant, toute roue motrice engagée, projetant des gerbes de poussière et de gravier. Le sergent Dubois conduisait avec une précision féroce, non plus dans une fuite désespérée, mais dans une contre-attaque audacieuse. Le rugissement du moteur était notre cri de guerre, une réponse tonitruante au crépitement des tirs ennemis qui se perdaient derrière nous. À l'intérieur du véhicule, personne ne parlait. L'adrénaline de l'évasion se mêlait à l'onde de choc de ce qui venait de se produire. Assis à la place du passager, Jules regardait droit devant lui, silencieux. Il n'était plus un fardeau ou un passager clandestin. Il était la seule et unique raison pour laquelle nous étions en mouvement, la raison pour laquelle nous étions encore en vie. Une fois sortis du col de la mort, et sur une piste plus sûre, le rythme effréné a ralenti. Le silence à l'intérieur du véhicule est devenu pesant, presque aussi suffocant que celui de la panne quelques instants plus tôt. Les plaisanteries habituelles, les débriefings à chaud après un contact, tout cela était absent. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu le caporal Moreau, assis à l'arrière, le regard fixé sur ses mains. Il évitait le regard de tout le monde, mais surtout celui de Jules. Le poids de ses propres moqueries, de son cynisme arrogant, semblait l'écraser. Dans ce silence, on pouvait presque entendre sa honte. Chacun de nous était perdu dans ses pensées, essayant de traiter l'incroyable retournement de situation dont nous venions d'être les témoins. À notre retour à la base d'opération avancée, l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Au début, elle fut accueillie avec un scepticisme amusé, le gamin mécano comme on l'appelait déjà. Mais lorsque les soldats ont vu le Peugeot P4, celui-là même que le rapport de patrouille avait déclaré perdu en zone hostile, se garer près des ateliers, son moteur tournant comme une horloge, les rires se sont tus. Ils ont été remplacés par une sorte de respect mêlé d'émerveillement. Le sergent Dubois a fait son rapport officiel, sans fioriture. Il a simplement déclaré que le véhicule avait été immobilisé par une défaillance électrique mineure et réparé sur place. Il n'a jamais mentionné le nom de Jules, mais tout le monde savait. La vérité était plus puissante que n'importe quel rapport. Quelques jours plus tard, une scène a gravé cet événement dans ma mémoire pour toujours. J'ai vu le caporal Moreau s'approcher de Jules, qui était assis à l'ombre d'un VAB. Moreau ne disait rien. Il semblait mal à l'aise, presque gauche. Dans sa main, il tenait le petit canif. Mais il n'était plus le même. Il était parfaitement propre. Le manche en bois avait été huilé et la lame avait été affûtée jusqu'à briller. Il l'a tendu à Jules. « Tiens », a-t-il dit d'une voix basse, dépouillée de toute son arrogance passée. « Il est à toi. » Ce n'étaient pas des excuses, pas avec des mots. C'était une reddition, un acte de déférence silencieux. Jules a pris le couteau, a hoché la tête, et un pacte silencieux a été scellé entre le soldat humilié et le garçon qui l'avait sauvé. Après cet épisode, Jules n'a plus jamais été l'orphelin ou le gamin. Il avait gagné une nouvelle identité, un nouveau statut. Il était notre mécano. On le trouvait souvent dans les ateliers du camp, non plus comme un curieux qu'on chasse, mais comme une sorte de consultant silencieux. Les mécaniciens chevronnés, des hommes bourrus qui avaient dépassé leur vie les mains dans le cambouis, venaient lui demander son avis. Il lui montrait un moteur récalcitrant et attendait son diagnostic.
Il n'avait pas seulement gagné le respect. Il avait trouvé un but, une place au sein de cette famille improbable. Le sergent Dubois veillait sur lui, non plus par pitié, mais avec la fierté d'un chef pour son meilleur élément. Ce jour-là, coincé entre la roche et les balles, nous avons appris une leçon qu'aucune académie militaire ne pourra jamais enseigner. Nous avons appris que la vraie valeur ne se mesure ni au grade, ni à l'âge, ni à la force physique. Elle réside parfois dans le silence, dans l'observation, dans un savoir que les manuels ignorent. La survie de notre escouade n'a pas tenu à nos armes ou à notre entraînement, mais à la capacité d'un seul homme, le sergent Dubois, de faire confiance à l'improbable dans un moment de désespoir absolu. L'image de ce garçon de 11, quand les mains noires de graisse, ressuscitant un monstre d'acier avec un simple canif, est devenue notre légende. Un rappel constant que les plus grandes forces se cachent souvent là où personne ne pense à regarder. Cette histoire, elle est devenue notre mythe, la légende de notre unité. Bien plus qu'une simple anecdote de guerre, elle a changé notre façon de voir les choses. Quand un équipement tombait en panne, quand une situation semblait sans issue, il y avait toujours quelqu'un pour lancer à moitié sérieusement « Quelqu'un a vu Jules ?» C'est devenu une sorte de code entre nous, une manière de nous rappeler de regarder au-delà de l'évidence, de chercher la solution simple et élégante que l'arrogance ou la panique nous empêchent de voir. Nous avons appris à nous méfier des certitudes et à écouter les voix silencieuses, celles qui observent plus qu'elles ne parlent. Cet événement nous a enseigné l'humilité, une leçon bien plus précieuse que n'importe quelle formation tactique. Il a gravé en nous l'idée que parfois le plus grand expert n'est pas celui qui a le plus de galons, mais celui qui a les mains les plus sales. Le sergent Dubois, cet homme dur comme le roc, a été transformé. Il n'a jamais officiellement consigné le rôle de Jules dans son rapport, pour le protéger de la bureaucratie militaire qui n'aurait pas su quoi faire d'une telle histoire. Mais à sa manière, il a pris le gamin sous son aile. Il est devenu son protecteur, son mentor, une figure paternelle de substitution. Quant au caporal Moreau, l'humiliation de ce jour-là l'a brisé, mais pour le reconstruire en un homme meilleur. Il a perdu son cynisme et a gagné une profondeur qu'il n'avait pas. Il est devenu plus silencieux, plus réfléchi et, ironiquement, un bien meilleur soldat. Il ne parlait jamais de l'incident, mais chaque fois qu'il croisait le regard de Jules, on pouvait voir une dette silencieuse, un respect qui ne s'effacerait jamais. La dynamique de notre escouade avait été redéfinie, non par un ordre, mais par un acte de génie pur. Et Jules, que lui est-il arrivé? Le sergent s'est battu pour qu'il ne reste pas dans cette zone de guerre. Grâce à une collecte organisée au sein du régiment et à l'insistance de Dubois, il a été envoyé en France, dans une famille d'accueil. Il n'est pas devenu soldat. L'armée a financé ses études. Le garçon qui avait ressuscité un 4x4 avec un canif a intégré l'une des meilleures écoles d'ingénieurs du pays. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il travaillait sur des prototypes de moteurs plus fiables, plus simples, conçus pour résister aux conditions les plus extrêmes. Il n'a jamais oublié d'où il venait. On dit qu'il garde toujours, dans un tiroir de son bureau d'ingénieur, un petit canif fusé aux manches en bois, un rappel constant que la solution la plus brillante est souvent la plus simple. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que cette histoire va bien au-delà d'un moteur réparé. C'est un témoignage sur la valeur cachée que nous ignorons tous les jours. C'est un rappel que le talent, le vrai génie, ne porte pas d'uniforme et se moque des diplômes. Il peut se trouver dans les mains d'un enfant silencieux, dans l'intuition d'un inconnu, dans l'expérience de ceux que la société a mis de côté. Nous avons tous un jour été ce gamin. Nous avons tous eu cette certitude intérieure d'avoir la réponse, tout en étant regardés avec mépris ou indifférence par ceux qui étaient censés savoir. Cette histoire est pour tous ceux qui ont ressenti le poids de cette injustice, pour tous ceux qui ont douté de leur propre valeur face à l'arrogance de l'autorité. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui se sent invisible ou sous-estimé alors qu'il porte en lui un talent unique, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, il suffit d'une seule histoire pour raviver la flamme de la confiance en soi. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits sur la force de trouver son propre chemin, même quand ce n'est pas celui que les autres attendent. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.